Après les médecins, la grève des profs, 30% de participation selon le ministère. Question, la réduction du temps de travail doit-elle aussi s'appliquer aux enseignants? Réaction dans un instant. On l'a appris il y a 1 heure, une mutinerie a éclaté à la prison de Poissy près de Paris. Les prisonniers ont dérobé les clés et mis le feu à une salle de musculation. Aux toutes dernières nouvelles, ils commenceraient à se rendre. Se taire, c'est laisser faire. Le gouvernement lance une campagne télévisée pour encourager les dénonciations dans les affaires de pédophilie. L'enquête de cette édition, le récit d'une jeune fille, elle-même victime de son beau-père, qui a brisé le silence. 30 millions d'albums vendus l'an dernier, plusieurs adaptations au cinéma. Il y a un phénomène bande dessinée en France. À l'occasion du festival d'Angoulême, gros plan sur un des succès de ces dernières années, Bernard Lhermitte. Entre le PS et l'extrême gauche, quel est l'avenir du Parti communiste français? Robert Hue, candidat à la présidentielle, et l'invité d'élection 2002, juste après ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Avant de développer ces titres, la disparition de l'un des intellectuels les plus influents de ces 40 dernières années en France et dans le monde. Pierre Bourdieu est mort aujourd'hui d'un cancer à 71 ans. Son nom vous est peut-être inconnu, mais il était devenu ces dernières années la référence de la gauche dans son combat contre la mondialisation. Inégalité face à l'école, misère, discours des médias. Son champ d'intervention était très large. Intervention discutée, contestée, mais respectée. Alban Mikosi, Geneviève Moll. La télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Les analyses de Pierre Bourdieu sur la télévision étaient souvent ainsi, sans concession. Elles participaient de son image d'intellectuel engagé. Bourdieu, c'est la parole minoritaire que tout le monde, qui fait beaucoup de bruit. Avant tout, Pierre Bourdieu est un sociologue dont l'œuvre est tout à la fois reconnue et discutée. Une étude critique de la société qui s'est accompagnée au fil du temps d'un engagement de plus en plus marqué aux côtés des mouvements politiques. Il a consacré dans les années 60 ses premiers travaux à l'Algérie. On le voit ici à la Sorbonne en 1994 soutenir les intellectuels algériens. Après sa participation active aux grandes grèves de 1995, voici une image sans doute la plus connue. Pierre Bourdieu soutenant l'occupation des grandes écoles parisiennes par les chômeurs en 1998. Il a participé sur le terrain à ce mouvement de manière à mieux le comprendre, mais aussi à l'enrichir de sa présence. C'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre sa présence dans des lieux aussi symboliques, comme à Millau en 1998. Bourdieu critiquait un système, il savait aussi parfois l'utiliser. À la fin de sa vie, on a l'impression qu'il était essentiellement, disons, une diva et un leader. Non, je crois que c'est injuste de dire ça. C'est un homme qui ne s'est jamais écarté de sa voix, qui est de sans cesse réfléchir de manière critique. Chirac salue ce soir l'un des intellectuels les plus talentueux et les plus reconnus dans le monde, Lionel Jospin, un maître de la sociologie contemporaine à l'œuvre forte et féconde. Les profs dans la rue, manifestations un peu partout en France. Ils étaient plus de 4000 à Paris, à Marseille, 1000 à Lyon ou ici à Toulouse. 30% de grévistes au total selon le ministère, 40% dans le primaire où une école sur 4 a fermé ses portes aujourd'hui. À l'origine du mouvement, la question de la réduction du temps de travail, mais elle n'était pas posée explicitement, directement, les syndicats craignant de se heurter à l'incompréhension de l'opinion. On y reviendra dans un instant. Il était donc question surtout de création d'emplois et d'amélioration des conditions de travail. Exemple dans l'Aveyron avec cette institutrice rencontrée par Hélène Hugues. Un village paisible, une école où les mots violence ou sureffectif n'ont sans doute jamais pénétré, et pourtant, au dire de certains, la maîtresse semble parfois stressée. Elle perd un peu son sang-froid, mais bon, il faut quand même être gentil avec elle parce qu'elle est très gentille avec nous. Des fois, elle est énervée, et puis des fois, elle n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde. Énervée parce qu'en fin de primaire, ses élèves devront, comme tous les écoliers de France, passer le B2I, brevet informatique et Internet. Or ici, l'éducation nationale n'a donné qu'un seul ordinateur. Pour le reste, il a fallu se débrouiller. Contrairement à ce qu'on croit, là, c'est les parents d'élèves qui nous ont fait une dotation de 5 ordinateurs et que c'est pour ça qu'on peut effectivement travailler sur les ordinateurs, ou sinon on ne pourrait pas. Et qui tiene un perro? Une langue vivante obligatoire en CM1 et CM2. Par chance, elle a trouvé Gabriela, une Argentine installée dans le village. Une fois par semaine, elle vient enseigner l'espagnol, bénévolement.
Il y a une accumulation, les langues vivantes, on ne sait pas faire. Le B2I, l'informatique Internet, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les arts plastiques, on ne sait pas faire. La chorale, on ne sait pas faire. Mais on a envie de faire. On bidouille à chaque fois. Moi, chanter, j'adore chanter avec les enfants. C'est vraiment un moment privilégié dans la journée. Mais je bidouille, c'est du bricolage que je fais. C'est-à-dire que je n'ai pas de formation. C'est pour ne plus avoir de raison de s'énerver et continuer de bien enseigner que Geneviève était en grève aujourd'hui. Quelle réaction a suscité ce mouvement? On va d'abord rappeler qu'un prof certifié du secondaire donne chaque semaine 18 heures de cours. D'après le ministère, il faut y ajouter 21 heures de travail, réunion, correction, préparation, total 39 heures de travail par semaine donc, mais compte tenu des vacances, 16 semaines par an en moyenne, l'État estime que les enseignants sont en dessous du seuil qui leur permettrait eux aussi de réclamer une réduction du temps de travail. Alors comment cette grève est-elle perçue? Reportage à la manifestation parisienne, Frédéric Vion, Bernie Mériot. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas parce qu'une manifestation est unitaire que les slogans, eux, sont unifiés. D'un côté, les profs contre le gel des embauches, de l'autre, les instituts parisiens contre le mercredi travaillé, en passant par les conseillers d'éducation pour les 35 heures, le message finit par échapper aux non-initiés qui, du coup, n'en retient plus qu'une seule chose. C'est honteux parce que plus ça va, plus on encourage les gens à devenir payants. En ce moment, c'est 35 heures, après ça sera 30, pourquoi pas? Pourquoi pas 25 heures dans la semaine aussi pendant qu'on y est? Puis il y a des gens qui ont des vacances beaucoup plus que les autres. Hein. Un instituteur, c'est pas non plus un prof de fac, même s'il a des corrections, ça reste quand même assez confortable comme horaire quand on pense qu'il y a d'autres entreprises qui sont pas aux 35 heures et qui, elles, les attendent et devraient les avoir depuis bien longtemps. C'est dire si, de l'autre côté de la barrière, les enseignants se sentent incompris. Eux ont l'impression au contraire de travailler toujours plus et d'être de moins en moins considérés. Notre travail ne se limite pas à 18 heures par semaine, loin de là. Moi, je pense en faire largement plus de 40 en ce moment. Les heures en classe, ça génère de la fatigue nerveuse. Et les heures à la maison, après, pour préparer les cours et corriger les copies, ça se rajoute. Et si on ne compte pas l'ensemble, effectivement, on a une vue totalement lacunaire de notre métier. C'est-à-dire, on est des privilégiés, mais c'est... Privilégiés ou non, les manifestants n'étaient en tout cas pas bien nombreux. À peine plus de 4000 à Paris, un chiffre bien moyen pour ce type de mouvement. Le conflit des médecins maintenant, accord au petit matin, après 13 heures de négociations entre les syndicats minoritaires MG France et la CNAM. En voici les deux principaux points. Le tarif de la consultation passe de 17,50 € à 18,50 € et la notion de consultation approfondie est créée pour les patients atteints par exemple d'une affection de longue durée. Elle sera facturée 23 €. Le coût total est estimé à 330 millions d'euros par an, soit 2,2 milliards de francs à peu près. Insuffisant pour les autres syndicats qui récusent aussi le principe de la double tarification. Jérôme Cheval, Jean-François Chevet. Vous avez 13,7 €. Combien on avait trouvé? Pour ce patient, cette consultation de routine coûte aujourd'hui 17,50 €. Dès vendredi prochain, il devra débourser 1 € de plus. Et si l'examen est plus compliqué, le médecin prendra plus de temps, donc plus d'honoraires. Une fois par an, il faut quand même qu'on fasse le point de façon beaucoup plus approfondie. Il faut qu'il ait un examen clinique beaucoup plus large. Il faut un interrogatoire peut-être un peu plus fouillé. Et ces visites-là sont plus longues et je trouve légitime qu'elles soient payées de façon plus substantielle. C'est la consultation dite complexe. Elle dure plus de 20 minutes et sera facturée 23 € dès le 1er février. Cela concerne les maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension artérielle. Le principal syndicat refuse l'accord obtenu hier. Il réclamait 20 € pour la consultation simple. Examinons pourtant cet accord. Sur 10 consultations chez le généraliste, 6 sont des consultations simples à 18,50 €, 4 sont des consultations complexes à 23 €, soit une moyenne de 20 € par consultation. 20 €, c'est exactement ce que réclamaient les grévistes. Nous ne demandions pas ça. On n'est pas là en train de faire du marchandage de tapis et savoir si la moyenne correspond aux chiffres qu'on avait avancés. Non, nous considérons, nous, qu'une consultation à 17,5 € ou à 18,5 €, c'est inacceptable. C'est à la limite de la décence. À partir de la Dès lundi, la ministre des Affaires sociales recevra ceux qui ont refusé de signer, mais Elisabeth Guigou a déjà prévenu, pas question de reparler d'argent. J'aurais pas pour moi pour la peine.
Mais ces syndicats réservent encore leur réponse sur une éventuelle rencontre. Santé toujours avec cette information France 2, l'expérimentation d'un vaccin contre la maladie d'Alzheimer qui était testé sur 360 personnes, dont 97 en France, a été suspendue. Décision prise suite à l'apparition de 4 cas de méningite encore inexpliqués chez des patients français. Nous allons maintenant tenter d'en savoir plus sur cette mutinerie en cours à la maison centrale de Poissy. Une soixantaine de détenus sur 220 au total ont dérobé les clés aux surveillants. Ils auraient mis le feu à plusieurs lieux de détention, mais il n'y a pas d'otages. Par téléphone, on écoute un surveillant, Frédéric Grandcola, secrétaire général de l'UFAP. Les informations que j'ai eues il n'y a pas plus tard que 5 minutes de la part du directeur régional des services pénitentiaires de Paris, c'est que fort heureusement aucun personnel n'est ni blessé ni même pris en otage. C'est une grande satisfaction. Pour autant, la situation semble-t-il est grave puisque l'ensemble des détenus, une grande partie d'entre eux ont pris en possession l'établissement. Ils sont maîtres des lieux, ils commencent à saccager nombre de services, etc. Et ils auraient mis le feu aux cuisines de l'établissement. Bon, maintenant, il faut analyser la situation, s'assurer des risques, de ce qui se passe. On ne peut pas non plus intervenir de n'importe quelle manière, mais ça, il y a des spécialistes qui sont là pour ça. Je pense que ça va être fait dans les heures à venir, effectivement, sauf s'il y a une reddition au préalable. Mais bon, dans ce genre de situation, c'est tellement tendu que seule la voix, je dirais, de la force et du maintien de l'ordre peut se faire entendre. Voilà, la situation évolue très vite à Poissy. Dernière information, les détenus commencent à se rendre au fur et à mesure que les forces de police rentrent dans l'établissement. La situation serait en voie d'être maîtrisée. C'est en tout cas ce qu'annonce l'administration pénitentiaire. On y reviendra bien sûr d'ici la fin de ce journal. Une confirmation en Avignon. Marie-André Fesquet, surnommée Super Mamie, aurait bien été tuée et torturée par 2 adolescents. Ils ont été mis en examen tout à l'heure. L'un d'eux était un voisin, un familier de la victime. Il était connu des services de police, mais seulement pour des cambriolages. Sur place, on ne s'explique pas ce déchaînement de violence. Michael Darmon, Benoît Jourdain. L'un se cache sous une couverture, l'autre se baisse pour ne pas être aperçu. Les 2 tueurs présumés de Marie-André Fesquet quittent le palais de justice d'Avignon pour être placés en détention. Ils viennent d'être mis en examen pour viol et complicité de viol, actes de barbarie et torture suivis de meurtre. Ils n'ont pas 20 ans. Nous avons fait le tour, comme d'habitude, de toutes les pistes possibles. Et dans cette piste, effectivement, le mobile crapuleux était une des pistes exploitées. Nous l'avons exploité et nous sommes arrivés à ce résultat. Une enquête pratiquement bouclée sur cette tentative de cambriolage qui a mal tourné. Le soir du 7 janvier dernier, tandis que la Super Mamie ferme ses volets, 2 jeunes hommes âgés de 16 ans et 19 ans se ruent sur elle et la frappent violemment. Ils cherchent une somme d'argent qu'ils ne trouveront pas. Dans le salon, le braquage se transforme en équipée sauvage. L'ancienne aide-soignante est restée agonisante après les pires sévices. Le plus jeune des suspects habite ici, à quelques rues de la villa. Ses amis racontent que le mineur vivait sous la totale domination de son complice, plus âgé. J'avais trop peur de lui. Il a traumatisé. Tellement il avait peur et quand il lui fait quelque chose, il le faisait. Et votre copain n'a jamais eu d'ennui avec la police? Si, il en a eu, mais pas pour des histoires comme ça, juste pour aller par rapport à l'école, des bagarres, c'est tout. À le voir, on l'aurait pas dit. Hein. Mais maintenant, c'est pas bien ce qu'il a fait. Vraiment, c'est pas bon. Et sur les lieux du crime, la police scientifique tente désormais de compléter l'historique du calvaire de la Super Mamie d'Avignon. En bref, forte affluence aux obsèques du jeune médiateur tué d'un coup de fusil par un automobiliste le week-end dernier après un accident de la circulation dans l'Hérault. 1200 personnes, beaucoup, vous le voyez, portaient une rose blanche à la main et une photo de la victime épinglée sur leurs vêtements. Dans son homélie, le prêtre a évoqué une mort inexpliquée et gratuite. Série noire pour les bureaux de change parisiens. 2 nouveaux hold-up aujourd'hui. Des coups de main audacieux et culottés d'après la police. Julie Benzoni. Le centre Georges Pompidou et ses milliers de visiteurs juste en face, ce bureau de change. À 11 h ce matin, 4 malfaiteurs n'ont pas hésité au milieu de la foule. Le braquage a eu lieu devant des dizaines de témoins. La moto et le scooter ont stoppé devant le bureau de change. 3 hommes entrent, un 4e fait le guet. Avec une masse, il s'attaque à la vitre blindée. Le guichetier a juste le temps d'appuyer sur le bouton d'alarme, mais une passante est retenue en otage. Ils repartent avec 16 000 €. Ça a duré à peu près 3-4 minutes. Et puis ils sont partis. La police est arrivée 1 minute après. Voilà.
Les bureaux de change sont particulièrement visés en ce moment. À 5 h ce matin, sur les Champs-Élysées, c'est un autre établissement qui est attaqué. Même scénario, 3 braqueurs surgissent. En quelques minutes, raflent la caisse, plus de 500 000 €. Les bureaux de change se trouvent bien souvent dans des lieux très touristiques de la capitale. C'est assez dangereux parce que les truands, maintenant, pour un butin moyen ou un gros butin, n'hésitent plus à faire feu sur des fonctionnaires de police, voire sur des passants. La preuve, samedi dernier, rue de la Paix à Paris, un autre bureau de change est attaqué. La police intervient. Les braqueurs ouvrent le feu au milieu de la foule. 2 mois après la fin du conflit, Envoyé spécial revient ce soir sur les doutes et les difficultés des policiers. Un document tourné sur le vif, le quotidien du commissariat de Chambéry, à suivre à partir de 21 h. Des policiers sanctionnés à Albi, 4 fonctionnaires ont été condamnés à des peines de 18 mois à 5 ans de prison ferme pour agression sexuelle répétée sur une jeune femme de 19 ans. Elle avait fait appel à eux pour se protéger de menaces et de violences. Prostituée occasionnelle, elle avait déclaré ne pas avoir été en mesure de refuser des rapports imposés par des hommes en uniforme. L'actualité à l'étranger, plus jamais de guerre au nom de Dieu, c'est l'appel du pape Jean-Paul II à Assise, dans le centre de l'Italie, lors d'une séance de prière qui regroupait les représentants d'une trentaine de confessions. Jean-Paul II qui pour l'occasion a pris un train de la paix en 2e classe, s'il vous plaît. Isabelle Stess, Dominique Merlin. Dans les wagons se côtoient patriarches, imams et rabbins, 200 dignitaires religieux venus à l'invitation de Jean-Paul II. Direction Assise, à 200 km de là, afin de prier pour la paix en réponse aux attentats du 11 septembre et à la guerre en Afghanistan. Un voyage purement spirituel, Silvio Berlusconi a donc attendu sur le quai à Assise. Nous allons mettre la paix à la une des journaux. C'est donc d'un pas alerte que Jean-Paul II est entré dans la basilique Saint-François d'Assise, déterminé à lutter à sa manière contre le terrorisme. Une prière commune de toutes les religions dans des lieux différents afin de respecter les rites. Une nouvelle fois, Jean-Paul II a demandé de ne plus tuer au nom de Dieu et en signe de paix, le pape s'est vu offrir un kéfier, le couvre-chef des musulmans. Si l'arme de la prière apparaît bien inoffensive contre le terrorisme, avec cette rencontre, Jean-Paul II espère améliorer des relations qui se sont dégradées avec les musulmans depuis les attentats du 11 septembre. L'arrivée aux États-Unis du taliban américain John Walker Lindh, il était jusqu'à présent détenu sur un navire de guerre en mer d'Oman. Rasé de près, cheveux coupés, il a comparu un quart d'heure devant un tribunal fédéral de Virginie. « Je comprends », a-t-il déclaré lorsque lui ont été lus les chefs d'accusation. Pendant ce temps, en Afghanistan, les opérations continuent. 15 membres d'Al-Qaïda ont été tués lors d'une opération commando américaine dans le sud du pays où subsistent des poches de résistance. Un soldat américain a été blessé. Au Liban, un attentat qui jette le trouble, attentat à la voiture piégée qui a fait 4 morts, dont l'ex-ministre et chef des milices chrétiennes des forces libanaises, Eli Obeka. Signe particulier, il est considéré comme l'un des principaux responsables du massacre de Sabra et Shatila en 1982. Le président libanais accuse implicitement Israël d'avoir voulu éliminer un témoin gênant, démenti catégorique à Jérusalem. Maryse Burgo. Eli Obeika disparaît comme il a vécu, dans la violence et le mystère. C'est à 50 mètres des lieux de l'attentat à Beyrouth que l'on a retrouvé son corps sans vie. 3 de ses gardes du corps ont aussi été tués. Image violente qui en rappelle d'autres, celle des camps des Palestiniens de Sabra et Shatila. Car Eli Obeika était d'abord haï pour cela. Ce carnage perpétré en 82 par la milice qu'il dirigeait, les forces libanaises chrétiennes. Une responsabilité qu'il a toujours niée. En juillet dernier, il déclarait même qu'il avait les preuves irréfutables de son innocence et qu'il les divulguerait lors d'un procès à venir à Bruxelles. Eli Obeika disparaît donc en gardant ses secrets. Qui avait intérêt à éliminer ce témoin? Les Israéliens, par la voix d'Ariel Sharon, à l'époque ministre de la Défense, nient ce soir toute responsabilité. Mais Eli Obeika avait tant d'ennemis qu'il est difficile de désigner un coupable. En bref, toujours à l'étranger, l'Italie, la Chambre des députés a adopté une loi qui permettra à Silvio Berlusconi de limoger quelques 500 des plus hauts responsables économiques et publics du pays. Information donnée par la presse qui parle de reprise en main, pas de commentaire au gouvernement.
Retour en France avec cette campagne d'information télévisée pour encourager la parole dans les affaires de pédophilie. 4 spots seront diffusés à partir de demain avec le rappel du numéro de téléphone, le 119. On regarde l'un de ces films. Non, pas ça. Tais-toi. Maltraitance et violences sexuelles sur mineurs. Se taire, c'est laisser faire. Appelez le 119 ou contactez la police ou la gendarmerie. Comment les enfants maltraités se décident-ils à parler? Y sont-ils d'ailleurs vraiment encouragés? L'enquête de cette édition ce soir est un témoignage, celui d'une jeune fille. Elle a aujourd'hui 16 ans, elle a été agressée, violée par son beau-père et elle a fini par le dénoncer. Il est aujourd'hui en prison, mais la jeune fille est retournée dans sa famille où sa démarche n'a pas forcément été comprise. Enquête signée Cécile Delarue, Daniel Lévy. Je sais pas, j'avais peur. Je me suis dit peut-être qu'il va recommencer cette nuit ou demain matin. Je dormais pas, j'avais peur. Moi, tais-toi. Elle avait 13 ans. C'était son beau-père. Un beau-père violent, alcoolique, qui l'a violée un jour où ils étaient seuls à la maison. C'était il y a 3 ans. Et tout le temps, je vois les scènes. Et en plus, chez moi, parce que c'est mon beau-père à moi, mais c'est le père de mes frères. Donc, il y a ces photos. Et quand je vois des photos, quoi, ben, je sais pas, je revois une image. Quand il m'a fait ça. Même des images avant qu'il m'a violée, quand il frappait ma mère devant nous, quand il me frappait à moi, c'est pareil. Ou quand je faisais pipi au lit, qu'il me brûlait avec la bougie, avec la cire. Cauchemar sur cauchemar, incapable de manger, Alison passe parfois ses journées sous la douche. La peau de son ventre en est brûlée. Elle est souvent hospitalisée. Pourquoi t'as besoin de te doucher comme ça? Le fait qu'il a mis ses mains sur mon corps, c'est ça. Et ça m'a... c'est sali, c'est... je sais pas, c'est sali, voilà. Et moi, il faut que, je sais pas, il faut que je me lave, je me frotte. Bonjour Alison, tu vas bien? Ça va. Rien ne va plus, elle vient voir Maryse. Infirmière psychiatrique, elle était là quand Alison a témoigné pour la première fois, puis quand il a fallu affronter le procès. Pas de rendez-vous. Alison peut rencontrer Maryse quand elle le veut. Donc dès que tu sens que tu vas pas bien, tu m'appelles, je viens te chercher, je t'accompagne et on va ensemble avec le docteur Aigueville pour refaire une prescription pour que tu puisses à nouveau dormir. Des nuits sans sommeil, des journées d'ennui. Alison n'a pas osé retourner à l'école après le procès. À 16 ans, elle passe ses journées à faire le ménage à la maison. Son beau-père est en prison depuis 3 ans. Dans 6 ans, il aura purgé sa peine. Quand il va sortir, il va vous tuer. Enfin, surtout moi, puis c'est moi qui a porté plainte. Donc je sais que dès qu'il va sortir, il faut que je parte loin. Comme une étiquette collée à vie. Parce qu'il lui est arrivé ça, comme elle dit, Alison se dit parfois qu'elle n'a aucun avenir. Elle a déjà fait plusieurs tentatives de suicide. L'euro maintenant, et une question, comment va Marinette? Nous avions fait sa connaissance en décembre, quelques jours avant le passage à la monnaie européenne. À 78 ans, elle confiait quelques petites inquiétudes sur ses capacités d'adaptation. Eh bien aujourd'hui, c'est elle qui aide les autres à s'y retrouver à Caen, dans les Alpes-Maritimes. Nathalie Jourdan, Frédéric Serruy. Fin décembre, Marinette se lançait à l'assaut de la calculette. Mais je fais 0N, là, voilà. 3 semaines après l'arrivée de l'euro, la calculette a rejoint le placard. Marinette compte plus vite avec un stylo. 1, 2, 1, 3 et 6, 9. Alors là, 6, 2, moi je fais de tête. Je trouve que ça me maintient en forme. Je vous dirais que je n'ai pas des grosses notes. Marinette a demandé de l'aide uniquement pour l'affichage. Son filleul et sa boulangère ont fait les conversions à sa place. Mais derrière son comptoir, à 78 ans, elle n'a besoin de personne. Elle s'en sort bien avec les euros, Marinette? Très bien, très bien. Mieux que certains clans soient. Elle a bien appris sa leçon. 7. Une caisse en euros, quelques francs au fond du tiroir. L'épicière jongle allègrement avec les 2 monnaies. Qui font 2. Marinette en vient même à jouer les conseillères en euros auprès de certains clients. Elle s'en sort mieux que moi. Je me balade avec une bataille avec les petites pièces. Ah, vous êtes plus jeune, vous devriez... Non, c'est les petites pièces, les centimes. Ah, il faut faire attention. Il faut faire très... Surtout avec les yeux, là, toujours avec les lunettes. La petite monnaie, voilà. Vous voulez un petit sac? Après avoir joué à l'épicière pendant plus de 50 ans, Marinette va enfin pouvoir fermer boutique d'ici la fin de l'année. Elle a réussi haut la main son examen de passage à l'euro. Voilà.
Après la haute couture, les dessous à l'honneur au salon de la lingerie, porte de Versailles. Selon une estimation, chaque Française a dépensé 100 € en moyenne l'an passé pour sa lingerie. A signalé cette année des nouvelles matières, les ultra secs et les ultra sains. État des lieux, Marie-Pierre Samitier, Bernard Connor. Première collection de lingerie pour Gianni Galliano. Il présente sous sa griffe 70 modèles. L'ancien point de broderie, baptisé Vous et moi, cousu sur de la soie bordée de tulle avec sa guêpière. Plus que transparent, léger comme un nuage, voici Rayon X, le bien nommé en tulle et bretelles de plastique. Diamant noir est un jeu de tissu moiré, tandis que les tissus masculins sont subtilisés aux hommes pour une lingerie qu'on porte le jour, comme ce corset d'une petite marque qui se lance demain, 68. Voici la lingerie qui se montre avec de l'audace pour aller travailler. La tendance est à la féminité tout en dentelle, chez 8, où les stylistes ont parié sur le glamour. Une envie de matière noble, beaucoup plus riche, des détails travaillés, des finitions de bretelles, des jolies dentelles, très raffinées. L'innovation, avec de nouveaux tissus performants, inspire les créateurs. Le Cool Max, travaillé dans les ateliers de Simone Perel, est anti-stress et anti-humidité. On a l'extension pour le confort et cette partie qui enlève l'humidité de la peau, ça nous donne quand même de fraîcheur, donc ça nous amène à une matière quand même assez dynamique. Voici donc l'ère des microfibres de plus en plus fines qui font les tissus doux comme la peau. En Haute-Savoie, aux Ouches, les recherches pour tenter de retrouver le guide de haute montagne bloqué depuis hier matin sous une cascade de glace ont été suspendues. Geoffroy Pérou, 45 ans, a fait une chute de plus de 20 mètres. Un morceau de cascade s'est détaché pendant l'ascension. Le voici lors d'une précédente ascension, précisément sur l'une de ces cascades de glace. À qui appartient l'image des volcans d'Auvergne? Premier conflit du genre. 6 associations propriétaires du site du Pariou et du Puy-de-Dôme attaquaient en justice un publicitaire et un fabricant de cartes postales qui avaient utilisé ces paysages. Eh bien, la justice a tranché. Le site peut être photographié et exploité. Sébastien Leguet. C'était la photo piège, celle à ne pas faire. Heureux d'annoncer il y a 3 ans sa quinzaine gastronomique, un grand magasin avait été mal inspiré de mettre le Puy du Pariou à l'affiche. Son goût pour les volcans n'avait pas échappé aux propriétaires des massifs environnants, regroupés en associations. Lorsque notre patrimoine et notre site est employé à des fins commerciales, notamment par de grosses firmes, eh bien nous estimons, propriétaires, que nous devons quand même en avoir quelques retombées. Demande rejetée aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. L'image d'un volcan peut être librement utilisée. Quand on est simple touriste, il y a des histoires qu'il vaut mieux ne pas savoir. Les propriétaires de cette maison bretonne ont gagné un procès contre le comité régional du tourisme à cause d'une campagne publicitaire. Trop de promeneurs venaient casser la croûte en admirant leur demeure. Pour filmer les monuments parisiens comme la Bibliothèque nationale, il faut payer. Il y a plusieurs tarifs, documentaire, fiction, pub. C'est gratuit pour le journal télévisé. L'architecte touche aussi les droits d'auteur. Quant à la Tour Eiffel, depuis qu'elle est passée dans le domaine public, son image est gratuite. Mais quand vient la nuit, elle se protège et elle se vend. Ces illuminations ne sont pas libres de droit. L'édition avec l'ouverture ce matin de la 29e édition du festival de bande dessinée d'Angoulême, un genre qui se porte bien et même plus que ça. 30 millions d'albums vendus l'an passé. On estime que les ventes de BD ont augmenté de 8% contre 4,8% pour le reste de l'édition. Festival présidé cette année par Martin Véron, l'une des grandes signatures de l'Écho des Savanes. Il vient de sortir un nouvel album, Sick, aux éditions Albin Michel. Portrait, Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin. 2001, année record pour la BD. Martin Véron a dû faire le tri parmi les 1300 titres parus. Il en a quand même lu 300. Un monde dans lequel il baigne depuis les années 70. D'abord dessin de presse à l'Expansion Cosmopolitan et aujourd'hui au Nouvel Obs. Sa spécialité, la chronique de mœurs. Vous la trouvez drôle, la société d'aujourd'hui? Oui. La société a toujours été drôle, a toujours été désastreuse. L'homme reste l'homme.
Vous êtes sensible aux honneurs et à la reconnaissance des autres? Oui, c'est la reconnaissance, c'est très important, oui. Et les pairs, c'est bienvenu, ça calme la parano, c'est bien. Ses pairs, l'équipe de l'Écho des Savanes, ils l'ont élu roi d'Angoulême. Martin Véron fut l'un des auteurs de BD les plus en vue des années 80. Son héros fétiche, Bernard l'Ermite, personnage un peu gauche, est né en 1977. Moins connu, ses talents d'aquarelliste. Il peint le dimanche, comme d'autres vont à la pêche. Bien avant d'être élève de l'école supérieure des arts déco de Paris, le petit Martin s'était fait remarquer à l'école maternelle. Pourtant, la maîtresse avait critiqué son sens de la perspective. Pareil pour le public. On commence à faire le public, on se rend compte qu'on a beaucoup trop à faire, alors on se contente d'une petite loge. Voilà, on commence déjà à trouver des petites astuces de paresseux. Martin Véron s'est bâti une vue imprenable sur ses contemporains qu'il a restitué dans l'affiche du 29e Festival d'Angoulême. Et le prix du meilleur album de l'année a été décerné cet après-midi à Christophe Blain pour Isaac le Pirate, l'histoire d'un peintre qui vogue vers le Grand Sud. Sport, l'image du jour aux internationaux de tennis d'Australie, c'est cette hirondelle abattue en plein vol, vous allez le voir, par le puissant coup droit de Michael Yodra. L'oiseau volait très bas au ras du filet. Il a reçu l'hommage du coup de Julien Bouter. A noter que Fabrice Santoro et Michael Yodra disputeront samedi la finale du double messieurs. Chez les dames, victoire de l'américaine Jennifer Capriati face à la belge Clijsters en 3-7. 6-3 au troisième. En finale, Capriati, tenante du titre, rencontrera la Suissesse Hingis, la même affiche que l'an passé. Football, la 22e journée de Division 1 hier soir, marquée par la victoire sans appel de Lyon face à Marseille, 4-0, 4 buts en 11 minutes. Ici Sonny Anderson, Lyon revient à 4 points de Lens, les nordistes qui jouent ce soir face au PSG. Juste avant de refermer cette édition des nouvelles de Poissy, la mutinerie à la Maison Centrale est terminée. Tous les détenus impliqués se sont rendus. Personne n'a été blessé. On ignore pour l'instant les raisons qui ont poussé ces détenus à se rebeller. Tout de suite, élection 2002, Olivier Mazerolle et Gérard Leclerc reçoivent Robert Hue. La météo, Patrice Drevet, point route, Valérie Maurice. 21h, donc envoyé spécial. Dernier journal de la rédaction, 1h15, Laurence Piquet. Dès 6h30, Télématin. Roland Sicard recevra Jean-Louis Debré au 4 vérités. On se quitte avec le meilleur soliste instrumental de l'année au palmarès des victoires de la musique, au Midem, le violoniste Laurent Corsia. Un extrait de Rêve d'enfant d'Eugène Ysaÿe à lundi. Bonsoir Monsieur Hue. Bonsoir. Vous êtes le candidat communiste à l'élection présidentielle, mais actuellement tous les sondages le montrent. Vous vous battez pour réussir à dépasser les 5% des voix, ce n'est pas beaucoup. Faut-il y voir le signe du déclin inéluctable du Parti communiste? Écoutez, actuellement, les sondages, puisqu'on en parle, donnent à peu près ce que le Parti communiste avait dans les sondages en 95 à la même époque, et j'ai terminé à près de 9%. Il n'est pas anormal qu'à cette période de la campagne, eh bien, il y ait ce niveau-là. Il y a une campagne militante d'engagés aujourd'hui. J'ai commencé de grands rassemblements à Nantes il y a quelques jours. D'ailleurs, votre chaîne en a parlé. Non, je crois que maintenant, nous nous engageons dans une campagne qui va nous conduire effectivement à une place, la place que doit occuper le Parti communiste pour être utile et efficace dans cette campagne. Toutes ces interrogations, y compris au sein parfois du Parti communiste, ces commentaires qu'on entend dans le fond depuis 10-15 ans, l'histoire du PCF,
c'est la chronique d'une mort annoncée. Ça vous décourage? Vous avez d'autres propositions à me faire que la mort? Non, c'est pas très sérieux. D'abord, depuis des années, je parle pas du tout naturellement de ce que vous commentez, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on s'efforce de démontrer que ce parti communiste, bon, il va finir par disparaître. Sauf que dans la vie politique française, il est absolument incontournable, ce parti. Nous voyons bien que d'ailleurs il n'y a pas de majorité de gauche en France sans le Parti communiste aujourd'hui. Il est le seul parti communiste en Europe à participer à un gouvernement dans un grand pays occidental, dans une démocratie moderne. Donc en termes de perspective, de vie, il a beaucoup d'espoir. Et j'ajoute que dans cette élection présidentielle, il va, à mon avis, pouvoir jouer un rôle tout à fait essentiel, original et efficace, utile. J'entends apporter, avec ma candidature, l'efficacité dans le domaine social, l'audace sociale. Justement, est-ce que vous ne souffrez pas un peu d'un manque d'espace? Parce qu'on voit à l'extrême gauche, le vote révolutionnaire, c'est Arlette Laguiller ou Alain Besancenot. Le vote républicain, c'est Jean-Pierre Chevènement. Il y a Anicet Le Pors, un ancien ministre communiste, qui a dit que le vote communiste pèsera lourd pour Chevènement. Oui. Mais écoutez, vous voyez, depuis le début de cette émission, qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites que le Parti communiste n'a pas d'avenir, vous me dites vous allez être enfermé. Mais vous savez que attendons le soir du premier tour et nous verrons. Il est évident que ceux qui disent, par exemple, pour Jean-Pierre Chevènement, je vois bien ce qui a été dit par Anicet Le Pors, qui n'est plus au Parti communiste depuis 10 ans. En fait, je pense que ce pôle républicain de Jean-Pierre Chevènement n'a pas l'avenir qu'on lui prête. Et je crois qu'effectivement, dans cette campagne, il y a une gauche, il y a une droite. Et ceux qui veulent mettre la droite et la gauche dos à dos, ce que font ceux dont vous m'avez parlé, à savoir Arlette Laguiller d'un côté et puis Jean-Pierre Chevènement de l'autre, à mon avis, vont avoir des retours et des difficultés dans la toute prochaine période, parce que ce n'est pas la réalité. La France, il y a un vrai clivage gauche-droite. Nous, le Parti communiste, moi, dans cette campagne, je veux porter l'efficacité sociale pour que la gauche soit bien à gauche. Voilà mon orientation. Je prends un autre exemple. Il y a Pierre Bourdieu, qui est mort aujourd'hui, un grand sociologue de renommée mondiale, mais aussi un intellectuel de gauche, à la gauche de la gauche, contre la mondialisation, pour les exclus. Il n'était pas au Parti communiste. Écoutez, tous les il gens y a quelques années, la plupart de ce genre d'intellectuels étaient au Parti communiste. Mais il ne vous a pas échappé que le Parti communiste aujourd'hui n'est pas celui que vous connaissiez, ou vous avez connu, ou dont vous a parlé il y a 30 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, je veux profiter que vous me parlez de M. Bourdieu pour rendre hommage à ce grand intellectuel qui a beaucoup contribué effectivement à faire avancer la pensée dans le rapport au mouvement social, et c'est un grand sociologue. Mais incontestablement, nous avons dans cette campagne à porter, et je vais porter, cette audace sociale dont je parle. C'est-à-dire, pardonnez-moi, parce que je voudrais dire... Mais parlons-en, l'audace sociale, très bien, parlons-en. Qu'est-ce que c'est que l'audace sociale? L'audace sociale, c'est... Concrètement, c'est avoir le courage de mener une grande politique sociale, par exemple, en France, en ayant effectivement la volonté de mettre un terme et de prendre l'argent là où il y a la spéculation financière. Alors donnez-nous un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu ces mouvements sociaux incroyables, là, dans le domaine de la santé, dans le domaine des enseignants, dans toute une série de domaines. Eh bien, pourquoi ces gens-là posent un certain nombre de revendications? Parce que depuis un certain nombre d'années, il y a une politique qui consiste à ne pas vouloir augmenter les dépenses publiques, y compris dans la gauche. Je me suis battu par rapport à ce que fait le gouvernement et la majorité pour qu'on prenne beaucoup plus en compte ce besoin. Ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts alors? Non, mais certainement pas. Si on augmente les dépenses, il faut augmenter les impôts. Vous dites le contraire de ce que je viens de dire. Je dis qu'il faut s'en prendre à la spéculation financière, qui, elle, actuellement, les revenus financiers ne sont pas... Alors, comment on fait? ne contribuent pas. Qu'est-ce que vous préconisez? Il y a un pacte de stabilité en Europe qui verrouille tout actuellement, qui est un pacte qui bloque les dépenses de santé, les dépenses pour l'enseignement, en France y compris. Il faut avoir le courage de dire on met un terme à ce pacte qui enferme les dépenses publiques. Mais donc ça veut dire rompre avec l'Europe? Mais certainement pas. Ça veut dire une autre politique au niveau européen. Ouais, mais comment vous l'imposez aux autres? Beaucoup plus audacieuse. Il y a les moyens de se faire entendre. On est la France, on peut avoir une grande politique sociale qui se fasse entendre. Mais sinon, je vais vous dire, Monsieur Mazerolle, tous ceux qui vont faire des promesses
au personnel de santé, aux enseignants, à tous ceux qui revendiquent actuellement, tous ceux qui vont faire des promesses dans la prochaine période, s'ils ne s'en prennent pas à l'argent, s'ils ne s'en prennent pas à la spéculation financière, c'est du baratin. Ils vont tricher. Ils ne se donneront pas les moyens d'une vraie politique sociale. Moi, j'entends dans cette affaire, eh bien, faire des propositions d'une autre politique. Mais on va vous dire, attendez, les capitaux s'enfuient et la France est pauvre. Mais c'est la rengaine, les capitaux s'enfuient certainement pas. Vous savez très bien qu'ils ne s'enfuient pas, les capitaux. Il y a en France un savoir-faire, il y a des hommes qui travaillent, des femmes qui travaillent, il y a des possibilités importantes. Eh bien, ces hommes, ces femmes contribuent au développement d'un pays comme le nôtre et je crois qu'eux, ils ne partent pas. Et les capitaux ont besoin d'eux. Vous dites aussi autre chose, là, je ne participerai plus, ou le Parti communiste ne participera plus à un autre gouvernement de la gauche, il n'y a pas des engagements précis, fermes. Quel type d'engagement pour que vous retourniez au gouvernement? Mais nous sommes au gouvernement, nous l'avons Non, mais pour que vous retourniez après l'élection. Nous verrons ce que... attendez, vous dites, moi je veux un contrat. Alors, c'est quoi un contrat? Le contrat, je veux qu'il y ait une politique plus à gauche que celle qui se fait. Oui, mais attendez, ça c'est des mots. C'est pas des mots. Concrètement. Écoutez, vous aussi, c'est des mots, ce que vous racontez. Mais plus à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus social, prenant vraiment en compte ce qui se passe dans ce pays où un certain nombre d'hommes, de femmes veulent avoir des moyens supplémentaires. Or, quand on dirige un pays comme la France, il faut avoir le courage de dire on va prendre l'argent là où il est. Il y a de l'argent. La France est un pays riche et on ne peut pas laisser attendre, regarder ces mouvements sociaux, on ne va pas laisser ces hommes, ces femmes sans répondre à leurs revendications. Or, quand on est la gauche, il faut avoir le courage de s'en prendre à ces pressions libérales qui s'exercent. Regardez ce qui s'est passé avec la loi de modernisation sociale, l'injonction du MEDEF aujourd'hui à dire il faut une politique ultralibérale. Alors, est-ce que la gauche va résister à ça? Et moi je suis pour, dans cette campagne, en obtenant un nombre de suffrages qui voudront dire effectivement, je suis pour qu'on dise il faut que cette gauche soit bien à gauche. Alors, voilà notre utilité. Voilà, alors justement, au même moment, on voit qu'il y a des tabous qui sont brisés à gauche, chez les socialistes. On voit par exemple Laurent Fabius dire qu'il faut revoir l'impôt de solidarité sur la fortune, et puis Dominique Strauss-Kahn qui parle d'ouverture du capital d'EDF. Écoutez, j'ai vu aussi, j'ai lu ce qu'a écrit Strauss-Kahn, j'ai lu ce qu'a dit Fabius. Je pense qu'il faut dire les choses avec toute la franchise nécessaire. Si il faut l'ouverture du capital EDF, ce serait l'ouverture totale à la privatisation. D'abord, je veux dire que, laissons à la droite ce programme. La droite veut privatiser EDF. La gauche ne sera jamais aussi bonne que l'original. Donc on ne touche pas du tout au capital. Donc on n'y touche pas. Deuxièmement, moi, écoutez, hier j'étais à Londres. J'ai rencontré les cheminots britanniques en grève. Ces cheminots, ils ont connu la privatisation des chemins de fer. D'ailleurs, j'ai rencontré un de ceux qui a conseillé Ken Loach dans le film The Navigator. Je vous assure que quand on voit le résultat de ces privatisations, on ne peut pas accepter que, quand on est à gauche, on souhaite avoir cet engrenage vers une privatisation qui risque de quoi? Eh bien, de faire que la situation ne sera plus égale pour les Français d'un département à l'autre. Il y a là quelque chose de gravissime. Eh bien, moi, je suis là le barrage pour empêcher, effectivement, ces dérives à droite. Et dans la gauche, c'est bien utile, croyez-moi. Autre exemple, sur les retraites, cette fois-ci, les socialistes, maintenant, commencent à parler d'introduire à côté du système par répartition, bien des fonds de pension. Il y a Mme Guigou qui dit on pourrait étendre la préfonds, ce que touchent les fonctionnaires, le régime complémentaire des fonctionnaires, à tous les salariés. Écoutez, d'abord, je pense que cette idée de fonds de pension est une idée qui est très très largement mise en œuvre dans le monde ultralibéral aux États-Unis. On voit aussi en France. Oui, mais on voit les résultats. On voit les résultats. Les résultats, c'est que dès qu'il y a une Gérard Leclerc vous dit les fonctionnaires ont ça en France. Non, alors la préfonds, c'est un peu ça, c'est une épargne. C'est pas ça. Les fonds de pension, c'est des fonds privés qui se placent effectivement sur lesquels et qui jouent un rôle dans l'entreprise. D'ailleurs, on voit bien quand ces fonds de pension ne sont pas assez rentables, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui s'est passé chez Danone, Moulinex, Marks & Spencer, c'est-à-dire qu'on liquide l'entreprise parce que la rentabilité, elle n'est pas à 14-15%. C'est bien ça, le CREF, c'est autre complément de retraite pour les fonctionnaires, c'est bien ça. Ce n'est pas ça, et ce n'est pas en tous les cas ce qui est traditionnellement admis comme principe des fonds de pension privés, et mais par exemple, la préfonds, ça pourrait se faire ou non? Non, moi je pense qu'il faut effectivement une retraite par répartition. On n'a pas... Uniquement répartition. Attendez, mais oui, mais bien sûr, uniquement par répartition. Donc pas de... Non, il y a les moyens, effectivement, d'alimenter ce fonds de pension. Regardez, actuellement, les revenus financiers ne contribuent pas
ne contribue pas à la solidarité nationale. Non, il ne contribue pas. Il faut qu'il contribue. Et dans ces conditions, on peut sauvegarder un système de sécurité sociale par répartition. Voilà, la sécurité sociale, justement. Les médecins. Hein, alors, il y a un syndicat qui dit qu'il faut continuer la grève, enfin continuer le mouvement, pardon. Vous appuyez les revendications? Je pense que les revendications, il faut qu'ils continuent. Les revendications du monde de la santé en général, les médecins comme le personnel hospitalier, est tout à fait légitime. Je me suis battu... Et qui paye? Écoutez, j'ai dit à l'instant, visiblement, je vais répéter. Ah ben non, parce que Madame Guigou, elle nous dit que ça va coûter sur 3 ans 4 milliards 800 millions. Je lui ai déjà dit ce que je pensais de ce point de vue. Mais il faut avoir le courage, et je le dis à Elisabeth Guigou, de prendre l'argent aux revenus financiers. Pour le moment, il ne paie pas ces revenus financiers. Quand même, les Françaises et les Français, eux, contribuent. Pourquoi on ne fait pas contribuer les revenus financiers? Il y a de quoi faire un bon système, améliorer encore notre système de santé. Vous savez, je connais bien ce monde de la santé, j'en suis issu. Donc, je vois qu'il faut actuellement porter l'effort, mais ne trichons pas. Et je dis ça, y compris pour la gauche, ne trichons, et le Parti Socialiste, ne trichons pas. Si on veut faire une politique de gauche, il faut avoir le courage de dire on va prendre de l'argent là où il y en a, aux riches. Il y a dans ce pays, vous avez évoqué les fonds de pension, il y a des gens qui ont des revenus colossaux et qui ne sont pas, qui ne participent pas de la solidarité. C'est ça le capitalisme. Moi je veux une société qui change de ce point de vue. Alors un autre dossier, Robert Rull, l'insécurité, et là aussi on observe qu'il y a un peu des ambiguïtés. Vous êtes bien sûr contre l'insécurité, vous l'avez dit, et en même temps vous tergiversez pour voter les améliorations, enfin les aménagements à la loi présomption d'innocence qu'avaient demandé les policiers parce qu'ils estiment qu'actuellement ça pose des problèmes. La loi de présomption d'innocence peut être adaptée, mais c'est une loi fondamentalement qui est bonne. Et sur la sécurité, ma position est sans ambiguïté. Et vous voterez donc les aménagements? Attendez, vous me parlez de sécurité, c'est pas seulement la loi de présomption d'innocence. Non, mais c'est un exemple précis. Certes, mais je voudrais vous dire que du point de vue de la sécurité, moi, je sais ce que sont les inégalités dans les quartiers difficiles, j'y vis, je connais bien les choses. Mais je n'admets pas la violence. Je pense qu'il faut il n'y a pas d'acte de violence qui soit justifiable. Donc, je suis pour qu'il y ait une politique de prévention, certes, qu'il y ait les moyens pour la justice, y compris en matière sur les questions que vous évoquez, mais je suis pour qu'on ait cette honnêteté de dire il faut aussi réprimer quand c'est nécessaire, il faut créer des conditions nouvelles, il faut des moyens bien plus importants. On ne donne pas les moyens actuellement d'une grande politique de tranquillité publique et de sécurité. Vous dites que vous voulez que la gauche gagne contre la droite, mais vous dites sur le bilan du gouvernement, bilan terriblement palichon. En parlant de Lionel Jospin, vous dites quand même il professe un peu trop d'autosatisfaction. Alors, à force de dire du mal de Lionel Jospin, comment allez-vous faire pour que vos électeurs votent pour lui au deuxième tour? Je rends service à Lionel Jospin quand je dis la vérité et quand j'estime que telle ou telle réforme n'est pas suffisamment positive, forte. Ce qui vous entendent au deuxième tour, ils mettront attendez, on n'en est pas au deuxième tour, on en est au premier. Et je dis aujourd'hui, il y a un bilan de la gauche, on y est pour beaucoup, on y a contribué. Sans nous, il n'y a pas de majorité de gauche. Et on a participé à beaucoup de lois positives, vous le savez, et nous contribuons du meilleur de nous-mêmes. Nos ministres sont de bons ministres. Mais incontestablement, dire cela, c'est aussi, ce n'est pas nier qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas et qu'il faut modifier. Et je pense qu'il faut une politique différente à gauche. Il faut être plus ce que je viens de dire depuis que je suis dans cette émission est significatif d'une volonté de radicalité plus forte. Moi, je dis, il faut vraiment qu'on prenne en compte les besoins des Français. Et pour cela, si on ne veut pas effectivement augmenter la pression fiscale sur eux, si on ne veut pas si on veut satisfaire leurs revendications, il faut prendre l'argent là où il est. Et cet argent roi qui écrase tout, il existe aussi dans la société française. Il faut avoir le courage de le dire. Si je suis le seul à le dire dans cette campagne, je le dirai parce que c'est ça, avoir le courage d'être à gauche. Justement, en même temps, vous étiez scandalisé que Lionel Jospin et Jacques Chirac ne soient pas rentrés en campagne. Alors pourquoi? Vous avez besoin d'eux pour faire valoir vos arguments? Non, mais j'estime qu'aujourd'hui, le débat est assez escamoté. Quand on veut être président de la République, président de la France pour 5 ans, j'estime que la France mérite un débat démocratique avec tous les candidats de plus de 6 semaines. Là, ils hésitent, ils ne s'engagent pas. Il y a une façon d'escamoter le débat qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse. Et il faut qu'il y ait ce débat démocratique. Vous savez, on essaie de nous dire qu'il n'y a en fait que ces 2 candidats et que tout s'engagera quand ils seront en situation. Ce n'est pas normal. Il faut...
Les Français d'ailleurs s'interrogent. Ils ne veulent pas du retour en arrière avec Chirac, mais ils ne veulent pas non plus la poursuite d'une politique telle qu'elle est menée aujourd'hui par Lionel Jospin. Ils veulent une autre politique, et c'est cette autre politique que j'entends essayer de faire porter à gauche. Ça me semble important. Merci monsieur. Merci. L'info continue sur France 2 avec envoyé spécial tout à l'heure, notamment un reportage dans le commissariat de Chambéry qui vous montrera que les policiers aussi subissent la violence et sont parfois au bord de la crise de nerfs. Bonne soirée à tous. Votre soirée sur France 2. Les flics en colère, maigrir à Philadelphie, être sage-femme aujourd'hui, dans Envoyé spécial. Jamel, Gérard Darmon, Anne Parillot et Richard Anconina sont dans Comme au cinéma. Enfin retrouvez un épisode de Nikita la blonde, Nikita belle et farouche. France 2. Envoyé spécial, Comme au cinéma et Nikita, ce soir sur France 2. On peut pratiquer un sport de milliardaire sans être patron de multinationales. On peut collectionner les étalons sans payer d'impôt sur la fortune. Et on peut aimer les belles berlines sans avoir forcément besoin d'un chauffeur pour la garer. Passat, une autre idée du luxe. Qu'est-ce que j'en ai marre d'être petite comme ça. Ça m'énerve! Calme-toi et prends un peu de badois. De la badois? Mais oui, ton repas pétillera et tu verras la vie autrement. Tu verras. Ah! Allez, pour fêter ça, je vais vous dire à tous la météo. Garçon, une échelle, s'il vous plaît. Peut-on envisager un repas sans badois? Pour déménager tranquille, il y a les gentlemen du déménagement. Les gentlemen du déménagement. Évidemment. Cet hiver, réservez votre cottage à Center Parcs et faites un break. Center Parcs, c'est du bon temps toute l'année. Demandez vite la brochure au 0825 802 802. Le sauna finlandais fait bien aux bronches. C'est pourquoi nous, les Finlandais, on a inventé les bonbons finlandais. C'est bon pour la gorge. Qui les a inventés? Les Suisses. Qui exactement? Les Ricola. Bonbons suisses ou plantes de Ricola. Également sans sucre. Ricola! Ma première voiture, mon papa me l'a offert à l'âge de 8 ans. Je m'appelle Martial et j'ai construit des voitures miniatures. Pour construire des autos, il faut être créatif. Je récupère des pièces un peu partout, les crémaillères, les moteurs de mobylettes, les roues viennent de vélo, je fais du bidouillage et le résultat est là. Chaque voiture me demande entre 1 et 2 ans de travail. Ça permet d'oublier un petit peu le train-train de tous les jours. Oui, ça déstresse totalement. Le testeur, c'est tout simplement Adrien, le fiston. Adrien est souvent à côté de moi pour voir les évolutions de son auto. Ça, c'est un démarreur. Ça, c'est le starter. C'est magnifique, hein, partager ces moments-là, c'est formidable. Mon rêve, ce serait d'ouvrir un jour un musée. C'était Talent de vie sur France 2. La vie, la vraie, au champ. Salut aux morts! Pour une victime élève d'une prestigieuse école de guerre, j'aime pas beaucoup ça. Non, c'est peut-être qu'un crime crapuleux, j'en sais rien. En tout cas, ça nous promet bien du plaisir. Vous savez, l'armée, c'est un monde à part. Avec ses codes et ses façons de procéder. L'armée n'est pas au-dessus de la justice. Elle doit s'y plier. Ils vont tout faire pour enterrer cette affaire. J'ai besoin de vous, Robert. Non mais n'inversez pas les rôles, quoi, hein? C'est vous qui m'avez jeté là où je suis. Maintenant, vous allez assumer. Quand le secret défense pèse sur la justice, Anne Richard et Jean-François Balmer tentent de faire contrepoids. Demain soir sur France 2.
bonsoir à tous. Oh, donnez-nous notre perturbation quotidienne. Eh bien, la prière sera exaucée. Ça a déjà été fait pour aujourd'hui. Ça va continuer demain jusqu'à dimanche. Regardez, pour le lever du jour demain matin, perturbation. Il y en a une belle qui est sur le nord-ouest avec des petites pluies faibles ici ou là, un petit vent de sud. Un petit, jusqu'à 70 km à l'heure, du vent aussi autour de la Méditerranée, avec un beau soleil. Entre les deux, un ciel variable, avec le matin des brouillards matinaux. C'est normal le matin, sur le nord, le centre, le sud-ouest, et puis l'après-midi, eh bien un ciel voilé avec des nuages bas, ou alors de belles éclaircies, du sud-ouest ici jusqu'aux frontières du nord, toujours très dégagé autour de la Méditerranée, avec du vent qui soufflera en rafale jusqu'à 70 km à l'heure, 80 km à l'heure, 90 même sur la pointe de Bretagne, toujours en rafale, avec eh bien la perturbation qui est là en attendant la prochaine et qui donnera quelques gouttes de pluie sur le nord-ouest et puis sur le nord. Et les températures au lever du jour, elles sont plutôt douces pour la saison. Minimum 2 degrés, maximum 8 degrés. Et demain après-midi, on peut dire carrément là au-dessus des températures habituelles à la même époque, minimum 6 degrés. Sur le nord-est, 8 à Strasbourg, 11 à Paris, 9 à Lille, 13 à Brest, et ça va monter jusqu'à 16 degrés sur le sud-ouest, au Pays Basque et en Corse. Et que va-t-il se passer samedi 26 janvier? Eh bien, de plus en plus de soleil sur le sud, avec quelques nuages d'altitude, des températures toujours très douces, beaucoup de vent quand même, et du vent qui soufflera jusqu'à 100 km à l'heure sur les côtes de la Manche, accompagné de nuages et de quelques pluies. Et pluie après la pluie, toujours la pluie pour dimanche, une nouvelle perturbation. Dimanche 27 janvier, il y aura un petit peu de soleil sur le sud, mais partout ailleurs, beaucoup de nuages, un vent d'ouest qui soufflera jusqu'à 100 km à l'heure et des températures toujours très douces. Très très bonne soirée, bien sûr, devant France 2. Demain matin, vous retrouvez Laurent Romeshko près de William Lémergie. Merci. Qui est Norbert? C'est moi. Norbert d'Entresangles, c'est pas n'importe qui. C'est 1 500 000 mètres carrés d'entrepôt. Contre le rhume, voici le nouveau Rhinofébral, verveine, miel, citron. À boire chaud ou froid, c'est l'efficacité d'un médicament qui agit la nuit et stoppe en quelques jours les symptômes du rhume. Allez, c'est parti. Rhinofébral, verveine, miel, citron est un médicament réservé à l'adulte. Magie et moi, on a envie de nature. Récolter tous les bienfaits de bons légumes. Panier de légumes de magie, soupe savoureuse. Tendre carottes et petits pois très gourmands. Panier de légumes. Magie et moi, pour la bonne cuisine. Aujourd'hui, pour transporter vos plis, il existe une solution bien plus simple et rapide que la route, le train ou même l'avion. Cette solution, c'est l'homme Canon. La société Canoman livre vos documents partout en 1 heure. Feu! La prochaine fois, demandez à Chronopost, ça ira plus vite. Alpha 147 JTD 115, 269 € par mois. Pour une vie plus facile, point route avec Azur Assurance.
Bonsoir. Eh bien, écoutez, aux dernières nouvelles, ce dernier week-end de janvier s'annonce plutôt tranquille. Mais attention, du côté des conditions de circulation, ce n'est pas brillant. Donc, s'il vous plaît, soyez très prudents. Les amateurs de sport d'hiver vont être contents. Eh bien oui, le bonhomme de neige est de retour, mais ça signifie que pour rouler en direction des stations de sport d'hiver, il faudra impérativement emporter les équipements spéciaux. Pour les départs en week-end, on ne devrait pas avoir trop de problèmes de circulation. Si bien sûr, on évite le créneau 17-19 h, a priori le plus chargé, mais pas de gros problèmes en perspective quand même. Vous le voyez, car Bison Futé nous annonce du vert. Et puis je voulais vous emmener en Picardie pour une bonne nouvelle, puisque le contournement de Compiègne a été mis en service ce matin, 2 fois 2 voies sur 15 km, ce qui va bien désengorger, croyez-moi, la nationale 32. Puisqu'on parle d'ouverture, mais je voulais vous dire, car je viens d'avoir les chiffres, que nous avons 262 km d'autoroutes qui ont été mises en service en 2001, ce qui porte notre réseau concédé à 7583 km. Alors c'est pas fini, on va pas s'arrêter là. Cette année, donc, d'autres portions seront mises en service. On a commencé la semaine dernière avec Angers-Cholet sur l'A87. On va continuer fin février avec la portion Tulle-Ussel, 43 km au total. Et fin février également, ce sera très bien pour accéder aux stations de sport d'hiver. Sera mise en service la portion Toulouse-Pamiers. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Le prochain Point Route, c'est demain après journal de 13 h. Au revoir. Point Route, avec Azur Assurance, bien sûr c'est Azur. Et ça vous met du sourire plein les yeux, ça s'appelle C'est chaud. C'est présenté par Patrick Sébastien et c'est samedi soir sur France 2. On peut pratiquer un sport de milliardaire sans être patron de multinationales. On peut manger du caviar à la louche sans avoir de compte en Suisse. Et on peut aimer les belles berlines sans avoir forcément besoin d'un chauffeur pour la garer. Passat, une autre idée du luxe. Ils font des études sans forcément savoir sur quoi elles débouchent. Ils cherchent un emploi et surtout un métier. Ils cherchent à s'élever sans toujours savoir comment. Ils ont le courage et l'énergie pour y arriver sans pour autant tout sacrifier au travail. Ils sont nos clients et nos employés. Ils nous ont fait réfléchir. Et aujourd'hui, nous leur proposons des emplois pour démarrer, évoluer et vivre selon leurs aspirations. Tout simplement parce que la vie est faite pour en profiter. Une profiterole, une. 42% des Français ont les dents sensibles au chaud et au froid. Votre profiterole. Cela signifie que pour certains, votre œuf dur. C'est un frein à la consommation. Sensodine soulage les dents sensibles. L'âge d'or des castrats, ressuscité par les plus grands contre-ténors. Les voix du ciel, l'étrange fascination de ces hommes aux voix d'ange. Cette fois-ci, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas. Oh, ce que t'es rancunier. Prends donc un peu de badois. De la badois? Oui, ton repas pétira et tu verras la vie autrement, tu verras. Oh, tu sais quoi? Non. On n'est pas heureux là tous les quatre? Bah oui, toi, moi et mes belles baskets. C'est belles baskets. Oh, il est drôle. Peut-on envisager un repas sans badois? Combien pèse-t-il? Vérifiez le poids financier de vos partenaires et de vos concurrents par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Être soi-même. Yves Rocher, on n'a jamais autant respecté la nature des femmes. Vous recherchez de nouveaux clients? Pouet International les sélectionne avec vous et prend rendez-vous pour vous. Vous voulez être sûr de leur solidité financière? Pouet International garantit les rendez-vous pris. Pouet International, la bonne information pour la bonne décision. Allez, dépêche-toi un peu.
C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Et puis une gorgée de Volvic. Toujours. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan, l'eau de Volvic est une chance. Un numéro de téléphone sans nom ni adresse. Pour découvrir qui se cache derrière, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Allez en Guadeloupe et vous comprendrez comment Christine Aron est devenue championne d'Europe du 100 mètres. Laura Flessel, championne olympique d'escrime. Et Lilian Thuram, champion du monde de football. Venez vous entraîner en Guadeloupe. Sur France 2, le football avec Lyon. Et Point P, matériaux de construction. Avec la Coupe de la Ligue, en route pour l'UEFA. Cador de Division 1 d'un côté, équipe de D2 de l'autre. Les Parisiens devront cependant se méfier des Nancéiens qui les avaient sortis de la compétition l'an dernier. PSG Nancy, quart de finale de la Coupe de la Ligue, en direct dimanche soir sur France 2. Grève à l'éducation nationale, près d'un tiers des personnels ont suivi l'appel lancé par les 5 principales organisations syndicales. Les revendications, la création d'emplois et la réduction du temps de travail. Accord conclu entre le syndicat minoritaire de médecins généralistes, MG France, et la CNAM, un texte dénoncé par le principal syndicat, l'UNOF, à l'origine de la journée sans Toubib. Hommage de la classe politique, des milieux syndicaux et associatifs à Pierre Bourdieu, un intellectuel engagé qui est décédé d'un cancer à l'âge de 71 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Ouvrons cette édition par la médiocre performance réalisée ce soir par Lens lors du dernier match de la 22e journée du championnat de France de football. Lens qui a concédé à domicile le nul face au Paris Saint-Germain, 1 partout. Lens qui ne possède plus que 5 petits points d'avance sur Lyon. Manu Tissier. Le Lensois Stéphane Pédron peut remercier le ciel et son pied gauche. Le talent du milieu de terrain permet à son équipe de rester invaincu à domicile en championnat. Les Parisiens sont les premiers en action avec l'Espagnol Arteta, volontaire mais pas très efficace. Ronaldinho, lui, manque de conviction dans ses 2 tentatives. Du coup, les Lensois tentent leur chance, de loin. D'abord Ismaël, largement à côté, puis Pédron pour le même résultat. En seconde période, Paris prend encore l'initiative au début avec le jeune Ogbéché, mais c'est encore trop mou. La rencontre, en revanche, se durcit, aucune équipe ne parvenant à trouver l'ouverture. 7 cartons jaunes distribués. Et un joli mouvement d'Antoine Siliarski avec une belle frappe. Et puis premier coup de théâtre à 6 minutes de la fin. Alex, qui vient d'entrer en jeu, est accroché. Il s'effondre dans la surface. Penalty. Transformé par son compatriote brésilien Ronaldinho, qui envoie des baisers aux supporters. Joël Muller, l'entraîneur lensois, voit filer la victoire, mais sa détresse est de courte durée, 4 minutes. Le temps pour Stéphane Pédron de remettre les 2 équipes à égalité d'un joli coup de patte. Soulagement, Lens garde 5 points d'avance sur Lyon après cette 22e journée. La grogne des enseignants, ils ont manifesté dans toute la France pour réclamer des emplois et un aménagement de leur temps de travail. Pas de slogan hostile à Lionel Jospin, mais une détermination à demander au plus vite des négociations avec le gouvernement. Lila Ben Salah. Jeudi, près d'un tiers des personnels de l'éducation nationale étaient en grève un peu partout en France à l'appel des principaux syndicats enseignants. 40% de grévistes dans le primaire où une école sur 4 a fermé ses portes. Au cœur des revendications figurait l'obtention de moyens nouveaux, comme ici à Nantes où l'urgence est de mise. Pour 100 enfants, on a le plus petit nombre d'instituteurs pour les encadrer. Donc ça nous paraît décisif
d'augmenter le nombre de postes pour qu'il y ait des remplaçants. À cela s'ajoute la demande d'une réduction du temps de travail, mais une réduction réelle en prenant en compte les heures passées pour la préparation des cours. Notre travail ne se limite pas à 18 heures par semaine, loin de là. Moi, je pense en faire largement plus de 40 en ce moment. Les heures en classe, ça génère de la fatigue nerveuse. Et les heures à la maison après pour préparer les cours et corriger les copies, ça se rajoute. Et si on ne compte pas l'ensemble, effectivement, on a une vue totalement lacunaire de notre métier. C'est-à-dire, on est des privilégiés, mais c'est faux. Mais ces exigences ne sont pas toujours très bien comprises par l'opinion publique. Je ne prends pas 25 heures dans la semaine aussi pendant qu'on y est. Puis il y a des gens qui ont des vacances beaucoup plus que les autres. À ce jour, le ministère de l'Éducation leur a opposé une fin de non-recevoir quant à leurs revendications. La rue de Grenelle estime que le temps de travail des enseignants est inférieur à 1600 heures, seuil d'ouverture des négociations fixé par le gouvernement. Si la situation persiste, une manifestation nationale est prévue après les congés de février. Recrutement, titularisation, emploi, plusieurs revendications des enseignants paraissent sans surprise. En revanche, celle sur le temps de travail n'a pas été très bien comprise. On l'a entendu tout à l'heure, Pierre-Marie. Pourtant, c'est un débat qu'on connaît par cœur. D'un côté, on vous dit, dans le secondaire, c'est 18 heures par semaine, de quoi se plaignent-ils? Et de l'autre côté, on entend plus 20 heures de travail à la maison, correction des copies, etc. Donc, ça fait 38. En réalité, personne n'est en mesure de compter les heures d'un prof qui travaille chez lui. Et selon toute probabilité, c'est comme dans tous les métiers, y compris les journalistes. Il y a sûrement des profs qui travaillent comme des bagnards et d'autres qui en font le moins possible. Alors l'éducation nationale, bien sûr, mérite mieux que cette sorte de comptabilité d'horaire à la petite semaine. Ce qui intéresse tout le monde, c'est l'efficacité des enseignants et donc d'une certaine façon la question de leurs conditions de travail. Et justement, du point de vue des conditions de travail, la situation a-t-elle tendance à se dégrader ? De nos jours, surtout dans le secondaire, les enseignants sont sommés d'apprendre quelque chose à des élèves dont une part non négligeable ne les écoute pas, ne les respecte pas, ne leur obéit pas. Alors que ce soit la faute de l'école elle-même, des parents, de la société ou des trois à la fois, c'est ça la question centrale. Alors pourquoi ne pas partir de là? Si les enseignants, au lieu de s'enliser dans des questions d'horaires invérifiables, posez vraiment la question au gouvernement et à l'opinion. Sommes-nous assez nombreux et assez bien formés pour tenir des classes qui sont de plus en plus intenables? Peut-être qu'ils seraient davantage écoutés, peut-être même entendus. Merci Pierre-Marie. Un accord conclu entre le syndicat de médecins généralistes minoritaires MG France et la CNAM. Il a reçu le plein soutien du gouvernement, ce qui ne sera pas suffisant pour calmer la colère de l'ensemble de cette profession. L'UNOF, principal syndicat de généralistes, dénonce ce texte et entend bien poursuivre son action. Olivier Poncelet. Du café, il en aura fallu pendant ces 13 heures de négociations nocturnes. Au petit matin, un accord a finalement été trouvé entre la Caisse primaire d'assurance maladie et le syndicat de médecins MG France, syndicat minoritaire représentant 30% des généralistes. Le texte signé prévoit d'abord l'augmentation de 1 € de la consultation de base, qui passera à 18,50 € dès le 1er février. Il crée aussi la notion de consultation complexe, plus longue, rémunérée 23 €. Le montant des astreintes, lui, n'a pas été négligé. Il passera à 50 € par tranche de 12 heures, même si le médecin n'effectue pas de visite. En sortant, les représentants de MG France se sont félicités de cet accord, mais plus tard dans la journée, certains adhérents leur ont reproché cette signature. L'autre faiblesse de cet accord, c'est qu'il n'a pas été accepté par les syndicats les plus importants, qui avaient, eux, refusé de participer aux discussions. Les médecins de terrain, et pas seulement moi, mais les médecins de terrain demandent une réforme structurelle et demandaient un geste fort sur quelque chose de simple. Ce geste fort doit selon eux venir du gouvernement et plus précisément de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité. Sur tout ça, je suis prête avec Bernard Kouchner à recevoir les 2 syndicats représentatifs dès lundi. Cela n'a pas empêché les syndicats les plus importants de maintenir leur mot d'ordre de grève. Le conflit des médecins est donc loin d'être clos. En bref, d'autres faits marquant l'actualité en France avec les commentaires d'Ève Bartoli. Mutinerie à la prison centrale de Poissy. Jeudi, une altercation éclate entre un prisonnier et un gardien. Très vite, 80 détenus s'en mêlent et s'emparent des clés des surveillants. Des feux sont allumés dans un gymnase et dans les cuisines. Peu après 20 h, les policiers ont rétabli l'ordre. Les détenus se sont rendus. Aucun blessé, mais d'importants dégâts matériels. 2 bureaux de change attaqués jeudi à Paris.
Peu après 11 h, 4 hommes armés et cagoulés braquent les employés de ce bureau situé près du centre Georges Pompidou. Prenant la fuite en scooter, ils emportent avec eux un butin de 16 000 €. Un peu plus tôt, près des Champs-Élysées, 3 hommes brisent la vitre de cette agence. Ils dérobent 500 000 € avant de s'enfuir. Ces 2 hold-up, qualifiés d'audacieux par la police, interviennent après 2 attaques à la voiture bélier la semaine dernière. 4 policiers condamnés pour viol à Albi. Des peines de 18 mois à 5 ans de prison ferme infligées par le tribunal correctionnel. À l'origine de cette affaire, une plainte déposée par une jeune mère de 19 ans. À la suite de violences, elle appelle des policiers qui la violent à plusieurs reprises. Prostituée occasionnelle, elle a déclaré ne pas avoir pu refuser des rapports infligés par des représentants de la loi. L'actualité à l'étranger, au Proche-Orient, l'armée israélienne tue 2 tireurs palestiniens dans la bande de Gaza, quelques heures après la mort provoquée par Tsahal d'un haut responsable du Hamas. Ariel Sharon, le Premier ministre israélien, rencontrera George Bush le 7 février, vraisemblablement à Washington. Ce qu'il faut également retenir de cette journée, des informations en bref commentées par Benoît Mousset. Jean-Paul II dans la ville d'Assise pour la paix dans le monde. Une journée de prière à l'initiative du pape à laquelle ont participé 200 responsables religieux de tous les horizons. Chrétiens, juifs, musulmans, shintoïstes, animistes africains ou bien d'autres encore. Tous sont venus pour condamner d'une même voix le terrorisme et livrer leur conception de la paix. Plus jamais de guerre et de violence, au nom de Dieu, c'est le message délivré par le pape aux catholiques. En 23 ans de pontificat, c'est la 3e fois que Jean-Paul II organise un tel événement interconfessionnel. Un attentat à la voiture piégée qui jette le trouble au Liban. L'ex-ministre et chef des milices chrétiennes des forces libanaises, Eli Obeka, a été tué jeudi à Beyrouth avec ses 3 gardes du corps. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais pose déjà une question. Qui avait intérêt à faire disparaître Eli Obeka ? Celui qui est considéré comme l'un des responsables du massacre des camps palestiniens de Sabra et Shatila en 1982. Une responsabilité qu'il a toujours niée et qu'il s'apprêtait à prouver devant un tribunal en Belgique. Le président libanais a implicitement accusé Israël d'avoir voulu éliminer ce témoin gênant. Démenti catégorique de Jérusalem qui met en cause la Syrie. John Walker Lind est arrivé aux États-Unis. Ce jeune Américain de 20 ans, capturé fin novembre en Afghanistan, est accusé d'avoir combattu aux côtés des talibans et des mercenaires d'Al-Qaïda. Rasé de près, cheveux coupés, il a comparu un quart d'heure devant un tribunal fédéral de Virginie. Je comprends, a-t-il déclaré à la lecture des 4 chefs d'inculpation. Prochaine audience le 6 février. S'il est reconnu coupable, John Walker Lind risque la prison à vie. Pour Jacques Chirac, il était l'un des intellectuels les plus talentueux et les plus reconnus dans le monde. Pour Lionel Jospin, il était un maître de la sociologie contemporaine. Pierre Bourdieu s'est éteint à Paris des suites d'un cancer à l'âge de 71 ans. Il avait apporté son soutien aux sans-papiers, aux chômeurs, et il avait combattu les effets de la mondialisation au sein de l'association Attac. Le parcours d'un homme engagé que nous retrace tout de suite Alban Mikosi. La télévision a cette propriété extraordinaire qu'elle donne presque toujours la parole sur le monde social à ceux qui n'en connaissent rien et qu'elle donne très peu la parole à ceux qui pourraient en parler. Les analyses de Pierre Bourdieu sur la télévision étaient souvent ainsi, sans concession. Elles participaient de son image d'intellectuel engagé. Bourdieu, c'est la parole minoritaire que tout le monde, qui fait beaucoup de bruit. Avant tout, Pierre Bourdieu est un sociologue dont l'œuvre est tout à la fois reconnue et discutée. Une étude critique de la société qui s'est accompagnée au fil du temps d'un engagement de plus en plus marqué aux côtés des mouvements politiques. Il a consacré dans les années 60 ses premiers travaux à l'Algérie. On le voit ici à la Sorbonne en 1994 soutenir les intellectuels algériens. Après sa participation active aux grandes grèves de 1995, voici une image sans doute la plus connue. Pierre Bourdieu soutenant l'occupation des grandes écoles parisiennes par les chômeurs en 1998. Il a participé sur le terrain à ce mouvement de manière à mieux le comprendre, mais aussi à l'enrichir de sa présence. C'est sans doute ainsi qu'il faut comprendre sa présence dans des lieux aussi symboliques, comme à Millau en 1998. Bourdieu critiquait un système, il savait aussi parfois l'utiliser. À la fin de sa vie, on a l'impression qu'il était essentiellement, disons, une diva et un leader. Non, je crois que c'est injuste de dire ça.
C'est un homme qui ne s'est jamais écarté de sa voie, qui est de sans cesse réfléchir de manière critique. Avant de vous quitter, un détour au musée Marmottan dans le 16e arrondissement de Paris. Découvrons la plus belle et la plus importante collection mondiale d'enluminures. Ces précieuses illustrations de manuscrits du Moyen-Âge nous sont présentées jusqu'à la fin du mois de mars. Reportage Georges Bégou, Diane Richard. Il faut attendre que Gutenberg invente l'imprimerie au début du XVe siècle pour ne plus voir des moines et des clercs dévotement penchés sur leurs manuscrits. Mais tout au long du Moyen-Âge, ces copistes, qui furent aussi de grands artistes, ont donné de la beauté et de la lumière à leurs livres par ces icônes à la feuille d'or qu'on appelle les enluminures. La Bible, les évangiles, l'histoire sainte constituent l'intérêt premier des illustrateurs. Adam et Ève chassés du paradis, par exemple, mais aussi David jouant de la viole, bien que celle-ci n'existât point de son temps. Ou alors David regardant Bethsabée se baigner. Encore et toujours David luttant avec Goliath. Saint Georges terrassant le dragon fut également très prisé des enlumineurs. Ce que vous avez là, c'est l'ensemble d'une collection constituée par un seul homme. C'est le choix d'un seul homme. Je crois que c'est ce qui fait la particularité d'une collection, quand c'est le choix d'un collectionneur. À 14 ans, mon grand-père a commencé cette collection. Il a cherché ses miniatures, il les a... Comme un chasseur, vous savez, un collectionneur, c'est un chasseur. Au total, le grand-père Georges Wildenstein a possédé 323 chefs-d'œuvre émanant des diverses écoles européennes du Xe au XIVe siècle. L'ensemble de cette collection a été offert au musée Marmottan, où l'on peut aujourd'hui l'admirer en pleine lumière. Voilà, il est grand temps d'aller faire dodo. Faites de beaux rêves. Je vous dis à demain. Excellente nuit à vous tous. Au revoir.